Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire partenaire organisé par CreditSafe sur un thème ô combien d'actualité, crise et valorisation des entreprises, le BFR comme facteur différenciant et comme enjeu managérial. On a le plaisir de recevoir pour animer ce webinaire Diane Queneau de Saint-Sulpice, qui est directrice de marché de CreditSafe. Nous avons Stanislas Grange, partenaire Height Advisory, BFR et Cashflow, Romain Lethéo, directeur évaluation de la même société. Peut-être un mot, Diane et Stanislas, pour présenter vos entreprises, CreditSafe et Height Advisory. Oui, merci Jérôme. Effectivement, donc CreditSafe est un groupe privé et indépendant. Il est fournisseur de données et d'informations sur les entreprises. Donc CreditSafe collecte et agrège des données identitaires, économiques, financières, juridiques, légales, mais également de réputation pour justement répondre à des enjeux de conformité. Donc CreditSafe met à disposition plus de 365 millions de rapports au niveau mondial. Les rapports sont tous construits de la même façon pour rendre une lecture très conviviale. Et puis, c'est un groupe donc norvégien. Voilà, on verra notre métier. Le métier est de développer des solutions, des scores, des indicateurs pour permettre justement aux entreprises d'anticiper le risque de défaillance sur les tiers avec lesquels elles s'engagent. Merci Diane. Stanislas. Bonjour, Stanislas Grange. Donc Height Advisory est un cabinet de conseil financier et opérationnel qui a été fondé il y a une dizaine d'années maintenant. Il regroupe 500 consultants, 60 associés au travers de 3 bureaux en France, 7 en Europe. Il est très connu des dirigeants dans 4 grandes familles de situations, les transactions M&A, l'accompagnement des sociétés en difficulté, la transformation des entreprises et l'ingénierie financière. Et donc, pour ma part, je suis associé et je suis spécialiste de la gestion du BFR et de l'amélioration des cash flows. Merci Stanislas. On va commencer notre webinaire en fait par quelques mots pour replanter le tableau. En période de crise, les méthodes, et c'est vrai, les modèles d'évaluation usuellement appliqués sont à rude épreuve, voire mis en danger, soit par la lisibilité des cash flows consommés par une reprise en dents de scie, soit où ça va être extrêmement compliqué aussi par l'analyse des éléments financiers 2020, qui pour certaines entreprises vont être assez compliqués. On a aussi ce phénomène, et c'est vrai, accélération de l'activité, accélération brutale, croissance, hypercroissance, arrêt. Donc autant de situations d'activité qui sont complexes et qui sont aussi pour certaines entreprises consommatrices de cash flow. Comment l'appréciation de la variation du BFR devient un facteur clé et un levier potentiel de création de valeur? C'est la question que l'on posera bien sûr à Romain et Stanislas. Mais avant, Diane, on va revenir sur CreditSafe. CreditSafe observe le comportement et la situation économique des entreprises, publie d'ailleurs tous les trimestres un baromètre et fait régulièrement le point sur les défaillances, le comportement de paiement, les privilèges, les contentieux. Vous pouvez nous présenter les dernières tendances? Oui, tout à fait. Merci Jérôme. Donc effectivement, alors pour comprendre en fait toutes ces tendances, il faut rappeler que CreditSafe collecte, agrège différentes sources de données privées, publiques, en open source. En base, 100% en fait des entreprises sont donc scorées de l'indicateur de prédiction de défaillance. Également, nous disposons de plus de en base France. Je fais plutôt un focus sur la France, plus d'1 200 000 DBT Score et limite de crédit. Je rappelle que le DBT Score, c'est le Daily Long Term, c'est l'indicateur de comportement de paiement des entreprises qui est exprimé en nombre de jours de retard au-delà de la date d'échéance. C'est d'ailleurs le premier signe d'un déclencheur, on va dire. Si on analyse comme ça la chaîne de valeur de la défaillance, eh bien, le premier événement qui permet en fait d'anticiper un risque de défaillance, c'est le comportement de paiement. Alors, pourquoi? Parce qu'au-delà de 30 jours de retard de paiement sur une facture, eh bien, on a pu analyser que la probabilité de défaillance d'une entreprise augmentait de 25%. Il y a d'autres informations comme ça qui permettent de prédire et d'anticiper un risque de défaillance.
ce sont également les litiges commerciaux, les contentieux, les punitifs, également les privilèges, les procédures collectives, que ce soit des plans de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Ce sont tout un tas d'événements, d'informations que les entreprises doivent disposer pour justement, encore une fois, anticiper un risque de défaillance d'un tiers avec lequel elles sont en train de s'engager. Alors, l'importance aussi aujourd'hui qu'on voulait souligner, c'est que ces informations ne sont pas dépendantes d'un traitement, d'un bilan, par exemple. Donc, il n'est pas nécessaire, on va dire, de disposer de données bilancielles pour avoir accès à ces informations. Bien au contraire, elles viennent compléter l'analyse financière qui est issue, elle, du traitement des bilans. Alors, voilà. Donc, avant de présenter, on va dire, le baromètre, on a voulu ici regarder, on a analysé les entreprises pour lesquelles on a pu collecter des données bilancielles sur l'année 2020, parce qu'on voulait justement regarder le profil de ces entreprises pour donner une tendance. Alors, bien évidemment, hein, il faut prendre ça avec quand même du recul. Néanmoins, encore une fois, ce sont des informations. Alors là, on constate que justement, le score moyen de prédiction de défaillance est environ de 49, ce qui est en dessous justement de 50%. Je rappelle que le score de prédiction de défaillance de Credit Safe, il est exprimé sur une échelle qui va de 0 à 100 ou de 0 à 20, on peut aussi, ou alors de A à E si on regarde une échelle internationale, mais on se situe plutôt dans la moyenne basse. On a une limite de crédit moyenne d'environ 10 000 €. Mais ce qui est important de regarder ici, c'est le niveau de la trésorerie sur ces entreprises. Donc, encore une fois, ce sont des données moyennes sur le panel que nous avons analysé. 32 jours de trésorerie, c'est très faible. Avant la situation de mars 2020, on pouvait constater jusqu'à 4 mois de trésorerie selon la taille, bien évidemment, et l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, ici, on peut s'apercevoir sur ce panel eh bien, que nous sommes à 32 jours, c'est vraiment très faible. Également, ce qui est important de regarder, ce sont les délais donc accordés aux clients ou bien obtenus auprès des fournisseurs. Là aussi, on reste sur des délais assez courts, notamment auprès des fournisseurs, 42 jours. Mais là, ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est la différence justement qui n'est pas tellement significative entre le délai accordé aux clients et le délai obtenu auprès des fournisseurs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on verra comment les variations du BFR peuvent être effectivement des leviers potentiels, un levier potentiel et création de valeur. C'est toute la partie qui sera portée par Stanislas et Romain, mais c'était un moyen ici de mettre un focus sur le BFR. Et puis, en termes de stock, troisième pilier du BFR, et bien là, même si en fait la rotation du stock des matières premières semble optimisée et maîtrisée, en revanche, on voit qu'elle explose sur les produits finis. On arrive quasiment à une année, 347 jours. Donc, on voit bien qu'ici, on a quand même globalement et de façon en moyenne sur ce panel analysé, eh bien un problème, on va dire, d'écoulement de la marchandise. Alors, je vais tout de suite effectivement rentrer dans sur le baromètre. Excusez-moi, je cherche ma flèche. Voilà. Effectivement, puisque il est important de rappeler que Credit Safe publie de façon régulière donc un baromètre qui nous permet de faire le point sur les défaillances, le comportement de paiement des entreprises, les privilèges et les contentieux. Alors, les privilèges, pourquoi? Parce que Credit Safe a la plus grosse base, on va dire, d'entreprises sous suivi privilège, avec plus de 220 000 entreprises qui sont sous suivi privilège. Comme je vous l'ai dit, ce sont quand même 4 événements, 4 informations importantes, décorrélées du bilan et qui permettent, encore une fois, de pouvoir anticiper un risque de défaillance. Et surtout, d'analyser cette chaîne de valeur de la défaillance. Et on va voir que plus on détecte ces événements-là, qui s'additionnent d'ailleurs, plus la probabilité de défaillance augmente. Alors, pour la défaillance, eh bien, si on fait un petit horizon sur la défaillance, on a constaté le niveau le plus bas en fait de défaillance a été enregistré en mars 2021 avec environ 42 000 défaillances.
Les pics les plus hauts, au-delà d'ailleurs de 60 000 défaillances sur l'année et mais inférieurs à 65 000, ont été constatés en novembre 2029 avec plus de 63 000, puis juillet 2015 où là on a atteint 64 000 défaillances. Aujourd'hui, en décembre 2019, on a atteint un pic en fait de 51 000 défaillances et on a constaté 31 000 défaillances en décembre 2020. Alors là encore, hein, pour les raisons qu'on connaît, c'est sur l'année 2020, ce chiffre est à prendre, enfin c'est un chiffre réel, néanmoins on sait que ça peut ne pas encore refléter la réalité dans la mesure où on considère que l'économie aujourd'hui est, pour reprendre l'expression, sous perfusion. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment se comportent ces défaillances sur le premier trimestre 2021 comparé au premier trimestre 2020. C'est ce qu'on va faire sur le baromètre, comparer le T1 2020 avec le T1 2021. Pourquoi? Parce que le trimestre 2020 eh bien, était un trimestre hors situation que l'on connaît, hors situation de crise, et le trimestre 2021 est réellement un trimestre qui est porté par, qui évolue dans un contexte de crise. Donc, je trouve très intéressant de comparer ces deux trimestres. Là, on voit bien que le trimestre 2021 par rapport au trimestre 2020 au niveau des défaillances, bien évidemment, est en dessous. On a des défaillances en dessous du rythme du trimestre 2020. Néanmoins, la tendance du trimestre 2021 suit complètement ce qui s'est passé sur l'année 2020 à partir du mois de mars. Et on voit que le mois de mars 2021 eh bien, enregistre le même niveau de défaillance que le mois de mars 2020, à savoir on est sur un rythme d'environ 2000 entreprises en moyenne par mois. Donc, on est sur la même tendance, pas de changement. Alors, on va regarder maintenant, effectivement, en termes de… on va regarder maintenant au niveau des délais de paiement. Toujours, hein, on compare le trimestre 2020 et le trimestre 2021. En termes de délai de paiement, on voit qu'effectivement, on a quand même une amélioration, c'est-à-dire que ici, ça a été dit tout au long de l'année 2020, hein, à partir du mois de mars jusqu'à décembre, que les entreprises avaient pris conscience que c'était important de maintenir le crédit interentreprise, c'est-à-dire de respecter les délais, voire d'anticiper, pour soutenir l'économie, d'anticiper les paiements. On voit ici, on peut le constater, puisque les entreprises, plus d'entreprises se sont mises à payer à l'heure. On a réduit, on va dire, la tranche des entreprises qui payaient de 1 à 30 jours. Alors, elles ont été au profit, effectivement, des entreprises qui payent à l'heure, mais il faut quand même être honnête, il y a quand même la tranche des entreprises qui payent en retard au-delà de 30 jours qui a progressé et on voit quand même aussi commence à s'accélérer au-delà de 61 jours. Bon, quand même, restons sur une note positive. Les entreprises, on le voit, ici, c'est très flagrant, se sont mises à payer à l'heure. Alors, regardons maintenant cette information, mais par taille d'entreprise et en nombre de jours de retard. Donc, on voit que pas de changement pour les ETI et les grands groupes. Elles maintiennent, on va dire, un nombre de jours de retard qui est entre 17 et 19 jours de retard. On voit quand même une accélération quand même significative sur des petites tailles d'entreprise. En fait, plus la taille de l'entreprise est petite, plus effectivement le nombre de jours de retard augmente. En revanche, là où c'est intéressant, quand on a analysé, lorsque l'on regarde le montant médian, toujours par taille d'entreprise, en comparant T1 2020 et T1 2021, eh bien, sur les petites tailles d'entreprise, le montant médian, on va dire, se maintient, progresse, mais encore une fois, nous sommes dans un contexte économique assez compliqué, ce qui fait que quand même, ça reste dans des proportions raisonnables. En revanche, il augmente sur des tailles d'entreprises plus importantes, des ETI, grands groupes. On voit quand même qu'il y a une augmentation du montant médian au niveau des créances. Alors, les derniers points à regarder, hein, ce sont les contentieux et les privilèges. En termes de contentieux, là, j'ai voulu regarder plus précisément la nature, parce que la nature des contentieux reste importante. Là, encore une fois,
ce sont les impayés, les contentieux commerciaux ou bancaires qui finalement sont les plus importants, les plus représentés en nature de contentieux. Pour les privilèges, en revanche, là c'est vrai qu'on a une forte accélération des privilèges entre T1 2020 et T1 2021. C'est pour ça, c'est ce que je disais, c'est très important de regarder, de comparer ces deux trimestres, parce qu'on en a un qui était quand même pas dans un contexte de crise versus celui de 2021 en contexte de crise. Et là, on voit une forte accélération des privilèges, que ce soit URSSAF et Trésor public. On est quand même passé avec des montants moyens de 5 000 €, on est passé à 19 000 € et pareil pour les trésors publics. Donc voilà le panorama, on va dire, des indicateurs suivis par CreditSec et ce que l'on a pu en déduire sur la base de cette analyse et des évolutions. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant maintenant de pouvoir avoir le regard et surtout l'expertise de Eight Advisory sur le sujet et la gestion du BFR et de regarder comment, en fait, l'appréciation de la variation du BFR devient un facteur clé et un levier potentiel de création de valeur pour les entreprises. Merci, voilà. Diane. Merci, Diane. Effectivement, se pose la question dans cet environnement extrêmement complexe, hein, on l'a vu avec les chiffres qui ont été présentés ici. Ce qui est intéressant, en tout cas, j'en retiens, c'est le dernier slide, c'est la reprise des inscriptions au privilège. Hein. Je rappelle que les pouvoirs publics avaient donné des instructions pour qu'on soit plus calme en 2020, mais on voit bien que ça repart et ça rejoint un petit peu ce que je savais par ailleurs. Donc, c'est très intéressant. On est dans un environnement donc extrêmement chamboulé à travers notamment la crise du Covid-19 hein, et notamment tout ce que j'ai déjà dit, mais enfin arrêt, reprise, arrêt, accélération, etc. Et c'est vrai qu'on est un peu perdu maintenant. Comment on va valoriser une entreprise? Et c'est la première question que je vais poser à Romain. Comment valoriser son entreprise? Bonjour Jérôme, merci. En fait, quand on est évaluateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans la transaction à proprement parler, on a un set d'outils assez limité. On a 3 grandes familles de méthodes pour valoriser son entreprise. Alors, la plus simple, on va dire, la plus commune, c'est ce qu'on appelle les méthodes patrimoniales. C'est regarder le montant des fonds propres comptables qu'on a dans son bilan. Alors, ça reste une base d'information, ce qu'on appelle l'actif net comptable. Dans certains types de sociétés, par exemple, lorsque vous avez une holding, votre actif peut faire l'objet d'une réévaluation assez courante au cours de l'année et donc redonner plus ou moins une valeur en temps réel de votre société. Le défaut de cette méthode, c'est que ça ne prend en compte plutôt, ça surpondère le passé et ça ne prend pas bien en compte l'avenir. Et donc, du coup, lorsqu'on est dans une vision plutôt transactionnelle, bah, tout ce qui va être les potentiels de création de valeur future, bah, ils sont pas cristallisés, ils sont pas intégrés dans ces méthodes. Ensuite, ça c'est une méthode assez triviale, c'est les méthodes analogiques. On regarde une transaction sur le marché coté ou sur hors marché coté, une transaction sur un comparable qu'on juge le plus proche possible de son business, et on se dit, bah, mon voisin il s'est vendu X fois son chiffre d'affaires ou Y fois son agrégat d'EBITDA, et si j'applique ce multiple à mon agrégat, bah, je vais avoir une estimation assez rapide de combien je vaux. Bah ça marche bien pour peu qu'on soit vraiment dans l'épure de la comparabilité et qu'on se soit posé la question, j'y reviendrai plus tard, de sa capacité à transformer en cash son agrégat comme son voisin. Et puis enfin, il y a une dernière famille de méthodes, c'est ce qu'on appelle les méthodes intrinsèques, où c'est le fameux en fait DCF ou discounted cash flow, où on essaye d'estimer la génération de cash flow de trésorerie, enfin de flux de trésorerie futurs qui vont être générés par l'entreprise ou par le groupe, et on détermine en fait un taux qui va apprécier le risque de génération de ces flux qu'on appelle le taux d'actualisation, et on ramène les flux de demain à aujourd'hui pour déterminer la valeur d'entreprise.
Si on s'intéresse en fait au contexte actuel, donc ça c'est en gros c'est la boîte à outils de l'évaluateur quand tout va bien. Quand on rentre en période de crise, et ben on va se rendre compte que toutes ces méthodes sont pas tout à fait aussi opérationnelles et aussi faciles à mettre en œuvre. Pourquoi? Comme je l'expliquais en introduction, les méthodes patrimoniales, elles factorent plutôt le passé que l'avenir. Donc quand on est sur un trend descendant, on n'a pas dans ses comptes les pertes à venir, et donc pour le coup, dans un cas extrême, on peut dire que la valeur comptable surestime la valeur de la société. Enfin, peut surestimer la valeur de la société. Par exemple, l'ensemble des dépréciations peuvent ne pas être passées. Les méthodes analogiques, en fait, elles fonctionnent bien, mais on va se comparer pas forcément à un échantillon de sociétés qui sont dans une situation dégradée. Et l'autre limite, c'est si jamais on était en train de générer des pertes opérationnelles, autrement dire, si sa marge opérationnelle était négative, appliquer un multiple sur une marge négative, qu'on courrait à dire que la valeur est négative de l'entreprise. Or, on l'arrêterait à 0 et ça ne fait pas beaucoup de sens économique de dire qu'on a une valeur négative de l'actif. Il y a bien des choses qui peuvent rester. Et donc, ce qu'il en reste, c'est qu'en fait, la méthode des flux, qui est peut-être plus complexe à mettre en place en interne et qui suppose en fait qu'on ait quand même un outillage de reporting suffisamment précis pour se poser des bonnes questions analytiques, mais qui reste un must-have quand même au niveau des directions financières, reste la méthode préférentielle. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de voir ou d'estimer, soit sur un ou plusieurs scénarios, la tendance qu'on va que l'entreprise suppose suivre, soit peut-être une baisse à court terme et une reprise à moyen terme, soit au contraire être contracyclique par rapport au marché, soit au contraire se dire que la période historique ne se reproduira plus jamais et on va devoir redimensionner l'entreprise. Et du coup, quand on est dans cette configuration-là, on peut s'interroger en fait sur les éléments qui permettent d'optimiser la création de valeur, notamment en période de crise. Il y a une partie qui est globalement bien estimée au niveau des directions financières, c'est la génération de cash provenant de l'activité ou du résultat. C'est toute la partie en bleu ici. On est parfaitement capable d'avoir une vision de son chiffre d'affaires. On voit si ça monte, si ça descend ou si c'est stable. Ses charges d'exploitation, en fait, il y a deux grandes familles, soit elles sont fixes, et là, vous avez avant projet de restructuration, vous avez une visibilité sur ce que ça va vous coûter sur un horizon court et moyen. Et si elles sont flexibles, vous allez les ajuster. Donc, vous allez avoir votre EBITDA et donc votre marge d'exploitation qui va être assez facile à avoir en lecture directe. Et puis, de toute façon, généralement, le management a globalement bien la main sur le pilotage de sa marge d'exploitation. Derrière, vous avez l'effet d'impôt qui est assez mécanique. Et puis, il y a deux autres éléments qui rentrent en fait dans le cash flow et qui doivent être source d'analyse particulière pour l'évaluateur et pour donner un conseil aux directions, qui sont le CAPEX et la variation du BFR. Le CAPEX, je vais faire juste une aparté. Quand on est en période de crise, pré-crise, si j'étais en février 2020 et en me sentant un peu immunisé au Covid qui touchait la Chine, je pouvais avoir un plan d'étalement de mes dépenses sur l'année 20 et 21 que j'avais ambitionné, qui me permettait d'être en croissance. Arrive mars 2020, la période de confinement, un gros coup de frein sur mon activité. La première chose que je vais faire en bon père de famille, c'est décaler ces investissements. Mais les décaler, ça veut dire, est-ce que ça veut dire ne jamais les faire? Et en réalité, décaler, ça veut les repositionner dans le temps, et donc du coup, ils vont intervenir à un moment peut-être de rebond, et donc grever la capacité de génération future, parce qu'on les aura positionnés plus tard dans le temps, à un moment où on va repartir. Donc, ça va mener plusieurs combats en même temps. Et c'est un peu la même chose pour le BFR. Donc, le BFR, c'est un facteur qui est souvent un peu minoré ou négligé dans une valeur ou dans une approche par les flux, parce qu'on dit, moi, mon poids relatif de mon BFR en pourcentage de chiffre d'affaires, je l'estime stable à un instant donné, et je vais le garder stable tout du long. En réalité,
Et ça, je vais laisser plutôt après la parole à Stan parce que c'est vraiment son expertise. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que améliorer d'1% sa capacité à gérer son BFR et notamment en phase de rebond, ça va tout de suite faire rentrer du cash dans les caisses de l'entreprise sur un horizon très court. Inversement, ne pas suivre ou ne pas piloter son BFR, la dégradation de celui-ci en phase de reprise va annihiler toute la création de valeur, enfin une grosse partie de celle-ci en tous les cas, parce qu'on va laisser du cash bloqué, qui va être mal utilisé et qui, d'une façon analytique, vue par un tiers externe dans une phase de transaction, sera un peu punitive puisqu'on aura justement ce cash qui aura du mal à se déboucler ou sur lequel on gardera des niveaux très élevés et qui sera un facteur amoindrissant de la valeur. Alors, j'avais une question avant de passer la parole à Stanislas. Pour revenir sur la variation du BFR, il en est de même d'ailleurs sur le chiffre d'affaires et la charge d'exploitation. Je pense que quand vous analysez une entreprise, vous la positionnez dans son environnement, c'est-à-dire dans son activité, son code NAV, et que vous allez rechercher les meilleurs indicateurs. Et en cela, les données de CreditSafe peuvent apporter de l'information pour se dire, mais est-ce que son besoin en fonds de roulement est optimisé ou pas? Alors, effectivement, alors on a, comme l'expliquait Stanislas dans l'entrée, on a nous une activité de transaction services qui est notamment dans le cadre de transactions, tout ce qui est audit à l'acquisition ou à la cession d'une entreprise. Et il y a toute une phase analytique qui est directement dédiée à l'analyse du BFR, le cas échéant. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que sur certains secteurs, enfin, de façon systématique, le BFR est analysé. Il est analysé en cycle long pour savoir justement, en fait, le pendant du BFR, c'est le niveau de trésorerie qu'on a en face. Et quand on achète une société, on achète son activité et on achète aussi un instant T la trésorerie qu'il y a dedans. Si le BFR est anormalement haut, le vendeur pourra négocier un petit complément de trésorerie. Si le BFR inversement est anormalement bas, l'acheteur va lui négocier un complément de dette, baisser la valeur à l'achat. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que on peut croiser, donc, généralement dans ce genre d'activité, on croise les données du management, mais si ces données du management peuvent être soutenues par des sources d'informations externes ou une qualification, en tous les cas, plus on a, en fait, aujourd'hui, on est dans un monde de la data, donc plus on a de data pour soutenir la stabilité de son BFR ou la bonne qualité de la gestion de son BFR, plus ce sont en fait des éléments valorisants de la société. Ou du moins, ce qu'on appelle des no-brainers à la discussion. C'est-à-dire que si on arrive sur une analyse, on va dire, source management complétée avec des data externes, à dire qu'on est relativement serein sur la position de BFR, sur sa stabilité, sur la capacité du management à le gérer, ça n'induit pas de question. Et ça tue dans l'œuf un peu toute forme de négociation sur ce niveau normatif de trésorerie qui serait payé par l'acquéreur et qui peut avoir une incidence assez forte sur la valeur pour le cédant. Alors, on va passer à Stanislas. Stanislas, comment la maîtrise du BFR devient un levier de création de valeur? Je vais peut-être ouvrir mon micro, ça sera mieux. Oui. Oui, donc comme on l'a vu, les marchés, vos banques vont mesurer la valeur de l'entreprise à sa capacité à générer des résultats réguliers et à les convertir en cash. On est dans une période où plus que jamais, le cash est roi. On retrouve notre bon vieil adage, cash is king, qu'on oublie quelquefois. Maintenant, on est dans une période perturbée. L'an passé, les entreprises ont cherché à minimiser l'impact du confinement, du Covid sur leurs résultats, à sécuriser leur liquidité. Ils ont été bien aidés pour ça par les PGE, par des reports de charges, par des étalements de loyers, notamment dans la distribution. Et à l'heure actuelle, finalement, il y a deux grandes familles de situations. Il y a des secteurs comme le tourisme, l'événementiel, le transport aérien, l'aéronautique qui restent dans la même situation de crise et de consommation de cash importante. Et puis, il y en a d'autres qui se préparent au rebond et qui vont devoir, pour ça, reconstituer leur stock,
reconstituer leur BFR avec tous les aléas qu'il va falloir gérer. Des aléas de timing, est-ce que le redémarrage effectif va avoir lieu cet été avec le tourisme, après, avant, etc., etc. Avec, comme on le voit depuis quelques semaines maintenant très nettement, des tensions très fortes sur les matières premières et sur les supply chains. L'acier, le bois, le plastique, les semi-conducteurs, les prix sont en train d'exploser. Le coût des transports et la saturation des bateaux en provenance d'Asie notamment, mais pas seulement. Donc, il va y avoir un besoin de financement pour assumer tout ça. Donc, la maîtrise des cash flows et du BFR est critique. Elle est critique dans les 3 cas. Pour ceux qui continuent à brûler du cash tous les mois et qui cherchent par tous les moyens à rendre liquide les derniers actifs qu'ils ont, que ce soit des surstocks, on parlait des surstocks tout à l'heure, qui leur sont restés de collections antérieures, de production antérieure qui n'ont pas pu s'écouler, que ce soit celles dont les résultats ont été temporairement impactés, mais qui, même si ces résultats sont plus faibles, doivent les convertir en cash. Est-ce que vous êtes encore profitable? Démontrez-le nous. Si vous voulez le démontrer, il faut démontrer que vous avez un cash flow positif. Et puis, il y a celles plus chanceuses, dans lesquelles on souhaite tous être, qui voient un retour des volumes, mais qui vont avoir à gérer ces aléas et qui doivent donc maîtriser leur cash flow pour que ce cash flow montre bien le retour des résultats qui sont tant attendus. Donc, c'est cette maîtrise et ces optimisations qui permettront le prochain point de mesure de leur valorisation. Si on regarde là, finalement, un exercice que Romain aurait pu présenter, dans son actualisation de cash flow, ici à gauche, on a les courbes de cash flow futures envisagées, en gris, la société si elle ne croit pas. Les courbes baissent parce qu'on a un taux d'actualisation futur. La société qui reprend un rythme de croissance de 5% par an en bleu. Et puis ensuite, 2 cas de figure. Soit je reste sur ma ligne bleue, j'ai repris ma croissance au taux historique de mon BFR, admettons 15% de BFR sur chiffre d'affaires, soit la tension sur la supply chain, les résidus de stock, les problématiques de paiement de mes clients viennent dégrader mon BFR, et donc là, la valorisation de ma société va baisser, et mon cash flow sur l'exercice va être impacté, à la fois par la tension sur ma supply chain et l'impact qu'elle a sur son BFR. Soit j'essaye de me mettre dans une logique vertueuse, pas forcément la première année, mais peut-être l'année 2, où je vais commencer à améliorer mon BFR au-delà de ce que j'ai été capable de faire dans le passé, et je vais chercher, par exemple, 5% d'amélioration de mon BFR en passant de 15% à 10% de mon BFR sur le chiffre d'affaires. Et ici, ce qu'on voit à droite, c'est la valeur que donnera le marché à ma société. Sans croissance, c'est un exemple qu'on a pris avec Romain, 43 millions. Retour de la croissance, je gagne 8 millions. Si je maîtrise pas mon niveau de BFR et mon niveau de BFR par rapport à l'historique se dégrade, ma valeur est impactée. Elle est impactée de la baisse de cash flow qu'on voit ici et de la baisse de cash flow future qui en découlera. Si au contraire je démontre au marché que je suis capable de faire fonctionner mon entreprise de manière encore plus agile que dans le passé, en consommant moins de BFR, ma génération de cash flow s'améliore très rapidement. Je génère du cash dès la première année, du cash additionnel, et je suis moins consommateur de cash dans l'avenir, donc ma courbe de cash future est également plus élevée. Donc tout ça, le marché le valorisera aussi.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est les questions qui se posent pour les entreprises aujourd'hui, hein. Je suis en phase de redémarrage. Tout le monde est le pied sur l'accélérateur pour développer le business. Mais là, vous dites à juste titre, et vous avez raison, attention que le développement d'activité ne nuise pas non plus à une dégradation du BFR. Donc, c'est effectivement deux indicateurs qu'il faut gérer au plus près, non? Absolument, absolument. Et surtout pour juste plus soyer ce que disait Stanislas à l'instant, sur cette courbe-là, ce qu'on voit, c'est que on a jugé qu'il n'y avait pas d'effet perceptible en année 1 et que l'effet était perceptible en année 2. C'est-à-dire qu'on se laisse une année pour mettre en place les process pour piloter au mieux ce BFR. Mais ce qu'on considère à cet instant-là, c'est bien que l'effet cash, il est immédiat. Et en fait, c'est une ressource, c'est une ressource cachée qui peut devenir très vite visible dans l'entreprise. Et dans un système d'actualisation des flux, donc dans les méthodes DCF, plus le cash est perçu tôt dans le cycle, plus il a de valeur, parce qu'il va être jugé moins risqué. Inversement, je voulais juste faire une petite aparté. Lorsqu'on est dans les méthodes analogiques où on valorise son chiffre d'affaires, où on valorise son niveau de marge, généralement, on omet de porter une attention particulière sur tout ce qui se passe en dessous sur la transformation de cash. Donc, si vous aviez une super marge d'EBITDA à 15%, mais un BFR qui vous consommait anormalement du cash, en fait, vous seriez, en théorie, moins bien valorisé que votre voisin. Donc, qui lui aurait une meilleure gestion de son cash. Et donc, c'est important sur ces méthodes qui semblent triviales et faciles, de vraiment se poser une question sur ce qui se passe en dessous et sur ces items qui sont souvent, dont la règle de 3 est souvent tirée et qui nécessitent une vraie analyse aujourd'hui, puisqu'on voit que c'est un impact de valeur assez significatif, pour l'entreprise et ses actionnaires. D'accord. Alors, Stanislas, maintenant, la dernière question, mais qui est aussi importante, pourquoi et comment mettre en place une culture cash durable au-delà de cette crise? Quelles sont les bonnes clés? Je commencerai en disant que clairement, dans ces périodes de crise, le cash devient central. Tout le monde comprend que la liquidité, préserver la liquidité est le souci premier qui doit mobiliser l'entreprise. Mais même si les crises contribuent à cette prise de conscience autour du cash, dans nos entreprises, la culture cash reste faible, elle reste insuffisante. Insuffisante au niveau des dirigeants, au niveau des contrôleurs de gestion qui sont très centrés autour de la vision de la marge et du résultat, et très faible au sein des fonctions commerciales, des fonctions achats, des fonctions industrielles. Donc, comme tout sujet qui est sous-managé, sous-outillé, pas assez mesuré, pas assez challengé, le BFR, les cash flows sont très largement optimisables. Si on veut changer les choses, il faut que les directions générales de PME, de TI ou de divisions de grands groupes, ça concerne vraiment tout le monde, décident d'en faire une priorité durable au-delà de cette seule crise. Nous, on situe, au travers des expériences qu'on a menées, on a accompagné à peu près 300 entreprises au fil des 10 dernières années. L'enjeu moyen d'amélioration du BFR des sociétés qu'on a vues représente 7% de leur chiffre d'affaires. Ouais, 7%, c'est très significatif. Bien sûr, c'est une moyenne, mais voilà, ça se situe entre 5 et 10% suivant les sociétés. Mais c'est 5 à 10% de chiffre d'affaires qui est de l'argent qui dort dans les processus et dans des arbitrages managériaux qui ne sont pas optimisés. Mais si on se posait les questions en étapes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sensibiliser, mettre en place les indicateurs, comment on s'y prend et comment vous y prenez pour accompagner les entreprises justement pour devenir vertueuses sur ce point?
Alors, la première chose, c'est, on a plusieurs objectifs quand on fait ça. Il y a bien sûr cet objectif de libérer du cash, et on sait dans cette période particulièrement la valeur qu'il peut avoir, mais on a vu en termes de valorisation aussi l'impact qu'il avait. Et puis, il faut donner du sens à cette démarche. Le sens de cette démarche, c'est libérer le cash qui nous permettra de financer notre transformation demain, notre croissance, notre transformation digitale, l'e-commerce, l'économie durable, les disruptions, lutter contre les disruptions auxquelles on fait face. Mais pour ça, avant tout, il faut mettre en place un contrôle de gestion beaucoup plus fin sur les dimensions cash et sur les dimensions BFR, l'animer, mettre en place des prévisions de trésorerie. Les sociétés, pendant la crise, l'ont très bien fait. Elles ont vu à quel point c'était un exercice difficile. Ce qu'elles cherchent à faire maintenant, au sortir de la crise, c'est l'affiner encore, parce qu'elles se rendent compte à quel point c'est un outil de gestion et c'est un outil de management supplémentaire. Ensuite, il y a des actions dans tous les domaines. On a beaucoup de credit managers qui sont connectés. Donc, bien sûr, eux sont sensibilisés depuis longtemps à leur DSO, à leur niveau de retard, au risque client. On cherche plus largement à incentiver l'ensemble de l'organisation autour de ça, et notamment les commerciaux. Mais il y a aussi toutes les problématiques de phasage des achats, de taille de lot d'achat, de proximité de nos fournisseurs, d'accélération de la facturation, d'accélération de l'obtention des commandes, notamment dans les métiers de service, où on sait combien il est difficile quelquefois d'obtenir les commandes qui nous permettent de facturer de la part de nos donneurs d'ordre. Et puis, pour les sociétés qui sont encore en crise, notamment dans la distribution, notamment dans le tourisme, on est encore dans des phases où on cherche à négocier et à étaler les loyers. Et on doit garder une visibilité sur les situations et les passifs qu'on vient générer. Ce que font nos clients, c'est donc, et quand je dis nos clients, je parle aussi de nombre d'entreprises qui n'ont pas besoin de nous pour fixer ces priorités-là et pour les décliner et voir comment elles vont les décliner pour l'avenir. C'est afficher, donner du sens à cette démarche cash. Cash is king, pas seulement maintenant en crise, mais pour les années à venir. Afficher cette priorité sur toute la chaîne de commandement jusqu'au terrain et dans toutes les fonctions, en le déclinant dans les objectifs. On l'a dit, améliorer les prévisions de trésorerie, augmenter la fréquence à laquelle elles mesurent l'avancement de leur plan d'action et augmenter leur capacité à faire un vrai contrôle de gestion autour du BFR et autour des cash flows. Et ça n'est pas une dimension facile, hein. Les équipes ne sont pas formées. Les contrôleurs de gestion sont rarement assez formés sur ces éléments-là. Donc, on les accompagne dans l'apprentissage. Et bien sûr, elles sont confrontées là, en ce moment, et c'est l'énorme difficulté, à un arbitrage entre est-ce que je prends le risque d'acheter pour être au rendez-vous du redémarrage, en sachant que les supply chains sont saturés, les transports sont saturés, les matières premières sont en train de grimper, ou est-ce que, au contraire, je dois sécuriser encore ma liquidité et je ne peux pas encore prendre cette décision-là, et je vais devoir la prendre à un moment donné. Je sais bien qu'au moment où je vais devoir la prendre, je risque d'être confronté à une supply chain qui sera saturée à des prix qui sont encore plus élevés, mais je ne peux pas prendre ce risque-là. Et donc, on voit aujourd'hui cette schizophrénie entre l'entrepreneur et le financier, l'entrepreneur qui veut être là au rendez-vous de la reprise et le financier qui joue son rôle de garde-fou en disant oui, mais on n'a pas des liquidités infinies, on devrait être au rendez-vous de nos cash flows à la fin de l'année. Quels sont les paris qu'on accepte de prendre et donc comment est-ce qu'on anime l'entreprise en prenant les bonnes décisions? Et de votre expérience, quand on met en place ce type de stratégie, elle devient efficiente au bout de combien de mois? Il faut 3 mois pour commencer à mobiliser l'organisation et en gardant une mobilisation managériale forte et en gardant cette dimension
cash de manière pérenne dans le pilotage opérationnel de l'entreprise, on peut sur 18 mois, 2 ans, dégager les 5 à 7% dont on se parle là. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point les recettes dont on se parle sont essentiellement managériales. Il y a bien sûr beaucoup à faire, beaucoup d'actions de fond à mener autour des processus, beaucoup de processus qui restent encore à améliorer, à industrialiser, à polir, à digitaliser pour les faciliter. Mais ceux qui choisissent d'adresser ces challenges-là libèrent du cash pour demain, valorisent mieux leur entreprise, libèrent du cash pour financer tous leurs challenges à venir. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de ces exposés. Bon, je regardais dans le chat, là, on n'a pas beaucoup de questions. Peut-être une dernière question pour moi. C'est souvent, moi, pour l'avoir vécu dans des grands groupes, hein, de mobiliser, il faut absolument descendre un indicateur qui soit au niveau de la personne qui doit travailler le sujet. On ne peut pas laisser un indicateur, vous voyez, national, par exemple, je prends l'exemple pour les crédits majeurs du DSO, on ne peut pas dire, voilà, on a un objectif de moins 3 jours de DSO, sans descendre cet objectif au commercial presque, ou la région, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et je pense que là, vous devez apporter une expertise intéressante. Oui, effectivement, c'est le gros challenge, c'est qu'on est autant sur la dimension PNL compte de résultats, on est capable de décliner nos chiffres dans toute l'arborescence de l'entreprise, autant le bilan est quelque chose qui est moins travaillé, et vouloir le décliner au niveau de chaque décideur sur son périmètre, c'est un exercice qui n'est pas facile. Donc, quand on parlait tout à l'heure de mettre en place un contrôle de gestion du BFR, c'est vrai pour le DSO, c'est vrai pour tous les autres postes, il y a exactement le souci que vous évoquiez, de le descendre au niveau de chacun, de l'agence, du chargé d'affaires. Quelqu'un posait une question de savoir si c'est ce qu'on évoquait était vrai pour des sociétés industrielles uniquement. Non, dans les sociétés de services, plus encore qu'ailleurs, la dimension managériale est prégnante. Et donc, on a besoin de décliner les choses à chaque niveau. Vous n'imaginez pas la quantité de facturation qui dort dans des factures à émettre. On attend les bons de commande ou on attend simplement qu'un ajustement de prix ait eu lieu ou d'avoir le go d'un chargé d'affaires pour que les choses se fassent. D'accord. Peut-être une dernière question avant de conclure, en tout cas, qui s'adresse, je pense, à Diane. Comment prendre en compte l'indice impact Covid dans les scores? Alors, effectivement, donc nous, on a retravaillé nos cartes de score. L'indice impact Covid, déjà, il est construit sur 2 variables. On a pris en considération l'impact de la crise sur le secteur de l'activité de l'entreprise. Donc, il est mesuré, c'est repris, c'est quelque chose qui d'ailleurs est évalué par l'INSEE. Et puis, on a également étudié davantage 4 ratios de solvabilité, l'endettement, la balance, la performance et les liquidités, pour justement évaluer la capacité de rebond. Donc, l'indicateur Covid, effectivement, il est à la fois basé sur l'analyse des données issues du bilan et en même temps sur l'activité. Alors, il faut savoir que CreditSafe aujourd'hui a effectivement fait évoluer son score pour le rendre plus précis. Ce qu'il faut retenir, la grande tendance, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'analyser les entreprises sans avoir une typologie précise selon la taille de l'entreprise, sa situation, son cycle de vie, prendre en considération un certain nombre de variables parce que, excusez-moi l'expression, mais ce ne sont pas des clones. Donc, on a établi justement des cartes de score pour chaque typologie d'entreprise et notre nouveau score permet d'avoir 8 cartes de score. Donc, chacune des typologies a donc une analyse précise. Autre variable, par exemple, à prendre en considération sont également la situation des fonds propres ou le fait effectivement de disposer ou pas de données
de bilan. Voilà pour le nouveau score. Juste pour terminer, effectivement, ce qui est important de dire et pour appuyer tout ce qui vient d'être dit, c'est important aujourd'hui que les entreprises soient équipées, disposent effectivement d'un outil de pilotage, d'une technologie et justement également d'avoir accès aux informations, aux indicateurs. Alors, collectés par CreditSafe, comme on l'a vu, on a des indicateurs qui sont indépendants du bilan. Donc, encore une fois, c'est donner la capacité aux entreprises de pouvoir se construire une évaluation globale, on peut appeler 360, du risque de défaillance d'un tiers avec lequel elles vont s'engager. Donc, très bien. Couper la data et puis effectivement être accompagné, c'est important. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est. D'ailleurs, on remercie Eight Advisory de nous avoir accompagnés dans ce webinaire. Absolument. En tout cas, un grand merci aux intervenants et puis surtout à ceux qui nous ont suivis et de leur fidélité, ce qui vraiment nous encourage. Alors, moi, je voudrais quand même vous rappeler, on a un webinaire important, institutionnel, le 5 mai, qui sera en collaboration avec la CCI des Hauts-de-Seine. Et là, ce sera un webinaire vraiment intéressant pour vous. Pourquoi? Parce qu'on va faire une analyse régionale, hein, Île-de-France, et beaucoup d'informations vous êtes transmises de nouveau, de manière très, très significative. Et d'ailleurs, un complément, y compris d'ailleurs sur les difficultés financières des entreprises, puisque à cette occasion, on aura le plaisir de recevoir la nouvelle présidente de la conférence générale des juges des tribunaux de commerce, et c'est un sujet d'actualité. Donc, on compte sur vous et à très bientôt, et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.